Messieurs, je vous propose de passer à la franchise qui terminera, selon nous, selon vous, 9e. Et cette fois, on va laisser le douanier commencer, mon ami. Qui c'est que Eh t'as en ben, neuf pour nous? le retour de la mafia verte, les Celtics en neuf, évidemment, pas trop loin. Ok. On a pas mal de tranches au niveau de l'apron pour éviter d'avoir surpayé, mais on perd au moment plusieurs cadres de la franchise qui ont été bagués. Euh, Après, oui, je suis totalement d'accord. Entre 9 ou 10, on est globalement aussi raccord là-dessus. Moi, je suis plus, on va dire, sur les joueurs à suivre, je serais plus à mettre Peyton Pritchard, qu'on a l'impression qu'il est toujours jeune. Il a un contrat rookie il a un contrat qui est de 7 et 8 millions, qui termine en 27-28. Donc Ok. on est globalement le meilleur contrat des Celtics actuellement. Et un des meilleurs contrats de la ligue tout court, hein. Ouais, tout Enfin, court, pour la hein. prod et pour le niveau du joueur et ce Vraiment un qu'il gros fait. style en tout cas. On a eu beaucoup de le general manager a bien fait son boulot en tout cas. Mais je sens que il veut prouver d'être titulaire dans cette équipe par rapport à Anthony Simons qui vient d'être catapulté. Je pense qu'il risque d'y avoir un peu des tensions entre les deux, en tout cas, parce que déjà Thibaut en parlait de Anthony Simons qui avait son job à dire et qu'il fallait mettre Pritchard en 6. Moi, je le trouvais vraiment bon en fin de saison dernière, là, quand il était en titulaire, là. Ça a permis de faire quelques décalages et d'avoir des bonnes wins, notamment sur son côté clutch en plus en fin de match. Mais même sur le jeu et tout ça, il est vraiment pas mauvais en playmaking offensif. C'est un bon Parce qu'on, défenseur aussi, hein. C'est un ouais, pas un mauvais défenseur. il est très très relevant quand même, ce petit père Peyton Pritchard. À mon grand regret, mais bon, après, on peut pas être fan non plus de toutes les équipes. Euh, Moi, je serais pas surpris de le voir avec les clés du camion si Jaylen Brown ou White se font quelques petites bobos, ou est-ce qu'ils se loupent quelques matchs un peu par-ci par-là. On le retrouve vraiment avec. Mais le problème, vraiment, c'est du coup la profondeur du roster, comme on disait. C'est qui va lui poser les écrans ou faire les décalages en cut. Ça va être vraiment très compliqué pour lui. On risque de le voir avec des stats en efficacité à la baisse, alors qu'au final, enfin, l'équipe, du moins la tournure de l'équipe, n'amène pas à avoir une grosse efficacité offensive, en tout cas. On va avoir du Mm. déchet, on va s'attendre à du déchet quoi qu'il arrive. Donc, faut arriver à rester efficace tout en ayant les clés du camion. Ça va pas être si facile là-dessus. En tout cas, après, je pense on est quand même assez raccord avec Thibaut. Et je pense on attend pour la suite de Oscar, non? Pour son équipe. Ça me semble être pas mal. Oscar, t'as qui toi en neuf? Dis-nous tout. Moi, j'ai les Raptors. J'ai Ok. les Raptors. Ils sont déjà sortis. Oh. Est-ce qu'ils sont dans vos... Ils sont en dessous, vous, chez vous? Moi, ils Moi, sont ils en sont en 11. dessous, ouais. Ok. Bah, moi, je les mets dans le play-in. Pour la bonne et simple raison que c'est vraiment un côté hipster intrigué par une allitération de joueurs qui sont du même profil. C'est d'une part assez agaçant de voir cette équipe qui empile les ailiers ou slash ailiers forts capables de défendre, un peu tenir la balle et scorer et qui sont pas vraiment des shooters. C'est le parti pris. Mais je pense que ça peut être intéressant parce que je me dis qu'il faut tester ce roster de toute façon. Parce que le trade d'Ingram, il a été fait, même s'il a été fait par un ancien management et qu'on va voir, parce que Masai Ujiri est parti des Raptors. Et est-ce que, je sais plus comment c'est le nouveau GM chez les Euh, Raptors, mais je, je vais est-ce que te, je vais te checker ça. est-ce qu'on va être sur complètement un miroir, c'est-à-dire que un management qui subit les décisions des autres et qui tente quelque chose, ou alors une complète table rase du passé avec limite une espèce le coach qui change, des joueurs qui changent, etc. C'est la question. Mais en l'état actuel des choses, ce roster, je le vois faire quelque chose parce que je pense qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup de choses à prouver déjà. Je pense que la tête des joueurs, c'est des joueurs qui vont être remontés comme des coucous. Je pense à Ingram qui sort d'années de blessure pas mal, qu'on a pas mal pris aussi pour acquis dans ce qu'il est capable de faire en attaque, en défense aussi, un peu de playmaking. C'est à la manière de ce que je disais par rapport à Zach LaVine quand je parlais des Kings vendredi. C'est des joueurs un peu qui ont jamais eu des contextes très compétitifs, mais qui ont pas mal de choses à prouver et qui vont, je pense, avoir envie.
Scotty Barnes et RJ Barrett, c'est pareil. Je pense que c'est des joueurs qui sont assez agacés, qu'on leur manque de respect ou qu'on se moque un peu de ces Raptors-là. Et autour, je vois pas mal de joueurs hyper pertinents avec de la bonne grosse mentalité. Et puis évidemment, il y a les questions de shoot, mais voilà, c'est la neuvième place, donc c'est pas non plus énorme. Il y a toujours les questions du secteur intérieur qui sont notamment du poste de pivot et du fit par rapport aux autres, parce que Potel qui va rester planté comme un plot à l'intérieur pendant que RJ Barrett et Brandon Ingram vont chercher à faire des pénétrations, ça va forcément être un souci parce qu'il y aura un manque de spacing. Et c'est pas Jakob Potel qui va développer un Ils ont shoot à 3 prolongé points alors d'ailleurs. qu'ils ont Ils prolongé ont d'ailleurs. un choix Voilà. de Webster, le nouveau GM en plus, j'ai regardé. Webster, c'est ça. Vraiment, il y a des choix des fois un petit peu pas trop logiques au niveau de ce poste 1-5 surtout. Mais voilà, je me dis, voilà, j'ai pas encore évoqué le cas Emmanuel Quickly parce que c'est pas un titulaire en NBA pour moi et que mon 5 majeur de ces Pourtant, elle a le Raptors, il contrat, est hein. un peu, il a le contrat et c'est malheureux et je suis très Mais content je te rejoins, Oscar, t'inquiète. en tant que fan des Knicks, les maillots là-bas, qu'on lui ait pas mis cette quiche là parce que purée, qu'est-ce que ça nous aurait fait mal au payroll. Mais ouais, d'ailleurs, si vous voulez, petit 5 majeur, pour moi, c'est Barnes qui joue la main. Voilà, je pense qu'il Darko aime trop Scotty Barnes pour ne pas le faire jouer. Et il est pas bête, donc il va pas forcément non plus mettre un quickly qui est complètement négatif en défense, même s'il apporte du shoot. Donc pour moi, le 5, c'est mon 5 idéal, ça serait Barnes, Dick. Euh, Après, c'est à voir, est-ce que peut-être RJ Barrett en 4 et Ingram en 3 et Potel en 5, ou alors tenter vraiment un côté full small ball avec un Barnes limite qui est en petit 5 sur certaines séquences et t'essayes de mettre un backcourt quickly Grady Dick ou quickly Jacoby Walter et tu tentes des choses autour de line-up small ball. Mais ouais, Potel, ça, je pense que ça va être un titulaire de régulière, mais ça sera pas un titulaire de playoff ou de play-in. Mais voilà, c'est un peu ce que je pense de ces Raptors-là. Il y a de la matière et je pense que ça peut cliquer mentalement autour de ce groupe, à voir comment ça se met en place. Mais Ok, très bien, très bien. Et ben, voilà. moi, les gars, en neuvième, j'ai le hit que vous aviez en 10e. Je vois pas, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, le duo Adebayo, j'imagine pas que ça puisse emmener un groupe assez loin. J'ai noté qu'il y avait une bonne trouvaille, n'empêche, l'année dernière avec Davion Mitchell, qu'ils ont prolongé cet été, avec un petit contrat, ma foi, sympathique de 24 millions sur 2 ans. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail encore à faire dans ce roster. Rosier, est-ce que ça passe la deadline? J'ai mis point d'interrogation. J'ai écrit oui en gros à côté. À voir. Parce que après, ça peut créer du cap et on sait que Miami c'est pas un petit marché, donc ça peut attirer du monde. Mais en tout cas, je trouve que malgré le swipe que tu as subi en playoff l'année dernière, il y a eu des bons trucs quand même sur lesquels tu peux te baser. Moi, au niveau de mon 5, j'ai pas réussi à trouver. J'ai 3 locks, comme ils aiment bien dire sur la chaîne de Trash Talk. Moi, j'ai en tout cas de sûr, j'ai Adebayo. Non, j'en ai 4, pardon. J'ai Adebayo et Wiggins de sûr. J'ai Hero en petit poste 2 et j'ai Mitchell, comme on en parlait tout à l'heure, du coup, au poste 1, qui est capable de créer, comme tu disais, Oscar, qui peut être fort bien complémentaire avec Tyler Hero. Euh, En fait, je trouve que Davion Mitchell a vraiment un coup à jouer dans ce hit. Il peut mener la balle, il sort de sa meilleure saison à la passe, il peut créer pour lui, il peut créer pour les autres. Je trouve qu'il a cette hit culture en fait de base qui fait que pour moi le mariage peut être vraiment très bon entre les deux. J'ai mis aussi à voir comment organiser les rotations parce que l'effectif il est pas hyper deep non plus. Mais moi en tout cas j'ai noté que Adebayo, t'en parlais tout à l'heure, il me semble, Douanier, il doit assumer plus ses responsabilités, notamment offensivement. Et j'ai mis, j'attends 18 à 20 tirs d'Adebayo, moi, par match. Euh, Il n'en prend que Vraiment. 14. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, j'ai pas osé dire tout à l'heure, Et pas les j'avais bons en un plus. doute.
Ouais, on a vu l'année dernière qu'il commençait à, si je dis pas de bêtises, il prenait un petit peu de 3 points. Pour une efficacité un peu hasardeuse, on va dire, mais moi j'attends surtout un Adebayo qui, entre guillemets, se retrouve, qui nous ressorte une bonne saison en double-double, et pourquoi pas qu'il aille chercher une sélection All-Star. Écoute, je dis pas qu'il va l'avoir, mais je dis qu'il en est capable. Mais et surtout, avant tout, et je lui souhaite de retrouver les premiers rôles dans la course d'Ipoy. Course Mm. dans laquelle il s'est pas mal perdu, bon, notamment avec le naufrage du 8. Mais je vois pas grand chose sortir de cette saison du 8, mis à part le fait que ce sera peut-être la dernière saison du duo Adebayo-Hero, selon comment ça se passe, à voir évidemment. Mais comme je l'ai dit, ouais, au début, en fait, c'est un duo qui, moi, dès le papier, en fait, tu sais que tu peux, tu peux pas avoir des ambitions de Mais, titre ou de jouer les troubles faites avec en tête de liste et de projet un duo comme mais celui-là. surtout, l'année dernière, on en parlait, c'est pas normal qu'on ait Tyler Hero dans la discussion All-Star, alors que t'as Bam Adebayo à côté qui ne l'est pas. Normalement, ça aurait dû être vraiment, avec la perte de Jimmy, ça aurait dû être naturellement qu'on voit Bam Adebayo dans les discussions pour être potentiel All-Star parce qu'il a tous les ballons, ainsi de suite. Là, il n'a pas pris les ballons. Le Bam Adebayo, celui qu'on aime bien, c'est le Bam de Gala pendant les séances de playoff parce que c'est propre, c'est efficace, ça défend bien. Tu permets de gagner un plus-minus qui te fait gagner beaucoup de points. Mais en fait, le problème, c'est que pour arriver dans ces matchs importants, ces matchs de gala, il faut pouvoir se coltiner les Warriors 2 fois par an, le OKC 2 fois par an. Et on a l'impression qu'il choisit à la carte quand est-ce qu'il veut jouer, quoi. C'est un peu le problème. Ouais, il y a un manque un peu d'agressivité où je pense que enfin, c'est bête à dire ça. On dirait que je m'adresse à lui comme si c'était mon pote, mais il faut pas oublier non plus que d'où il vient, tu vois, Adebayo. C'est un joueur qui est drafté loin. Quand il est rookie, Spoelstra, il le fait pas jouer. C'est un joueur qui progressait d'année en année. On se retrouvait avec un espèce de joueur sous-dimensionné qui joue pivot et qui est capable de switcher sur quasiment tout. Et l'année dernière, en fait, c'est sa seule saison de régression ou de stagnation. C'est ça, c'est juste le, il y a une perte d'agressivité et un peu le côté. Est-ce que c'était mental? Ça se trouve, quand on parlait de Jaime Raquez, le côté situation de Butler qui aide pas et tout, peut-être c'était ça pour Adebayo. Et maintenant, on va avoir des choses qui vont être faites pour le mettre plus en confiance ou alors le décharger. Ça, c'est à voir, mais ouais, ça va être intéressant de suivre Adebayo l'année prochaine, puisque sinon, ça peut être un joueur qui intéresse. Et pour tourner une page, bah, souvent, il faut trader tes gros joueurs. Donc, Mais tu peux Mais voir. tu vois, moi je trouve quand même que ça reste une pièce intéressante, notamment avec le profil qu'il a, Adebayo. On l'a vu développer vite fait un petit mid-range là, à 3-4 mètres qui est pas dégueu. Mm. Mais ouais, moi avant tout, c'est vraiment défensivement où j'attends que on retrouve en fait le Adebayo qu'on a connu, quoi. Hyper intimidant, bon protecteur du cercle. Mais je pense pas que la recette là avec Hero ou qui que ce soit, ça puisse donner quelque chose. Donc voilà. Et sinon pour mon joueur à suivre, bah moi j'ai Davion Mitchell. Ah, C'est un gars que j'apprécie pas mal quand même. Il a un profil très intéressant. J'ai noté hit culture, solide défenseur en premier rideau. Ça peut faire pas mal de bien, sachant notamment qu'on vient d'en parler, qu'en second rideau, protecteur de cercle, un joueur référent quand même, je trouve, à son poste, mine de rien, même s'il sort de, Même Kelleher, hein. Kelleher, protection de cercle, c'est pas mal. qui est le protection de cercle, mais t'as quand même beaucoup plus de certitude avec Adebayo qu'elle est Loire. Oui, On a juste une saison bien sûr. rookie. Faut pas trop s'enflammer non plus. J'ai noté aussi Davion Mitchell, c'est pas qu'un simple bon défenseur pour pas dire très bon. C'est aussi, je trouve, et tu l'avais dit tout à l'heure, Oscar, que c'est pas un joueur à laisser ouvert à 3 points en fait. Parce que Et- si tu le laisses ouvert, et ben il va pas t'en mettre un sur deux. Mais ouais, tu vois, j'ai noté saison dernière à 40% à 3 points, près de 45% avec le hit en 30 matchs. Statistiquement, je vous avoue, je suis pas trash talk, je suis pas allé me retaper les matchs de playoff, mais statistiquement en playoff, pardon, ça a step up. Il était du 6 points, 16 points, pardon, 6 passes dans les 40%, je crois, au tir. Donc c'est assez intéressant. Très bon ball handler, comme j'ai dit, capable de créer pour lui comme pour les autres. Il sort de sa meilleure saison
au niveau des passes, je crois, où il était à peu près à 5 de moyenne, constamment en progression depuis sa saison rookie, pardon. Et surtout, mais mine de rien, c'est un gars qui a déjà 27 ans, donc il entre dans son prime, avec comme je l'ai dit, tu l'as re-signé avec un contrat qui est, franchement, vu le profil du joueur et ce qu'il peut t'apporter des deux côtés du terrain, 12 millions la saison, je trouve que c'est un super contrat, et qu'il a vraiment la capacité et l'occasion de faire sa place en fait dans le bas de cour du 8. Mm. Donc ouais, clairement joueur à suivre pour moi côté Miami. Écoute, Magnifique. c'est- Bon, ça me semble être un bon profil. En plus, on n'en a pas parlé trop dans nos propres joueurs à suivre, juste Mm. avant. Bah, moi, c'est qu'en fait, à l'époque, j'ai souvenir, c'est un move qui était passé un petit peu inaperçu quand le 8 l'a récupéré. Ouais, Et surtout la contrepartie était ridicule. C'est genre, oui, je bah crois le trade après, c'est PJ Tucker et un premier tour même pas, c'est un second tour de draft qui va au Raptors. C'était ridicule. Enfin, Mm. c'est genre pour l'impact qu'il te fait, un défenseur comme ça que tu échanges comme ça, c'est ridicule. Enfin, moi, non, j'avais trouvé ça clairement, très faible. c'est sûr. Et donc, pour mon scénario, du coup, comme j'ai dit, moi, je vois le Miami Heat finir 9ème avec un petit bilan de 37 victoires et 45 défaites. J'ai mis, vous allez rigoler, je crois, j'ai mis nouveau cycle après Butler, sur une saison entière, bien sûr. J'ai mis équipe mid, donc saison mid. Le duo Hero Adebayo, j'ai mis ça passe la prochaine intersaison, point d'interrogation, et c'est tout. Ouais. En fait, le scénario du 8, c'est très compliqué d'en faire parce que tu as l'impression que tout le monde est transférable et en même temps personne n'est transférable. C'est un peu cette Bah, en truc-là fait, où je me tu. dis que même s'il y a une espèce de maillot qui prend, t'as quand même plein de profils que t'as pas, qui te manquent et qui pourraient te faire step up. Donc à partir de là, ça va être un petit peu compliqué. Et même si l'Est, on n'arrête pas de répéter qu'entre guillemets, c'est ouvert cette saison, et ben, au final, en faisant mes tableaux, je pense comme vous, on s'est aperçu que il y a plein d'équipes qui, je dis n'importe quoi, entre la 12e et la 7e, 8e place à l'Est, peut s'intégrer. Donc moi, je les ai mis 9e, ouais. Bah, du coup, j'allais faire mon joueur à suivre, mais vas-y, Tony, si tu voulais dire Non, un non, truc. vas-y, fais ton petit joueur à suivre. On est parti, on t'attend. Bah écoute, moi, mon joueur à suivre, ça va être le rookie des Raptors, monsieur Colin Murray-Boyles. CMB. Euh, Bébé Draymond. Bébé Draymond, concrètement, enfin, Oh, la seule comparaison que tu es capable de faire quand tu as un profil comme ça, un 4 qui est capable qui a un petit playmaking, qui défend, qui en attaque, ça m'a l'air un peu douteux, mais qui peut te construire une identité défensive presque à lui tout seul, bah, en fait, tu trouves que lui à comparer. C'est un joueur que j'adore. J'étais très agacé d'ailleurs de le voir arriver aux Raptors avec des profils quasiment que similaires, parce que bah, il arrive, c'est un 6'9 ou un 6'11, hein, quelque chose comme ça, Colin Murray-Boyles. Et il arrive, il est qu'avec des profils pareils, en 4 en 3. Voilà, c'est vraiment une équipe qui va être tous de la même taille. La photo, elle va être bien alignée. Mais ouais, joueur hyper intéressant parce que je me dis que il n'y a pas non plus des grosses certitudes en poste 4 slash backup du poste 5. Je disais pourquoi pas des line-up un peu small du côté des Raptors. En fait, ton small 5, ça peut être lui. À voir comment il se développe en attaque. Mais moi, j'étais très séduit parce que j'ai vu défensivement. Et je sais pas, dans une équipe qui peut peut-être aussi chercher à se construire autour de la défense, quand t'as Barnes, Jacoby Walter, Potel qui est pas non plus un plot en défense, Jamal Sheed aussi qui est un bon joueur, qui est un bon défenseur extérieur, bah, tu peux te dire que Colin Murray-Boyles, lui, c'est parfait dans cette espèce de mentalité défensive globale. Et puis c'est un rookie, donc c'est toujours intéressant de voir des nouveaux joueurs. J'ai des grosses questions en attaque, mais en même temps, je me dis en défense, ça peut cliquer tout de suite. Et puis une espèce de mentalité très 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 fort. Enfin, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules, mais aussi beaucoup confiance en lui. Donc je me dis, à suivre, ça peut être très intéressant. Et puis en petit 5, j'aimerais bien voir des line-up testés où il est en petit 5. un de mes Ok. petits chouchous, là, moi, pour la draft, en tout cas, ce petit CMB. Mais j'ai l'impression qu'il est mal tombé, en fait. Genre, il y a vraiment beaucoup plus d'espace parce qu'il aurait pu avoir plus de temps de jeu ou autre. Je suis un peu. J'attends de voir pour lui parce que j'ai l'impression que vraiment qu'il est barré sur tous les postes parce qu'il Mm. peut avoir vraiment du temps de jeu. Vraiment, il y a des joueurs, des fois on se dit ah, il est arrivé au bon endroit au bon moment. Et j'ai pas l'impression qu'ils sont arrivés au bon moment sur la timeline des Raptors. Peut-être il y aurait Ouais. eu un petit trade avant
l'arrivée de Brandon Ingram aurait pu lui permettre, enfin, la non-arrivée de Brandon Ingram aurait pu lui permettre d'avoir du temps de jeu en plus. On va le voir. Il va peut-être avoir une saison à manger du pain noir, je pense aussi. Même Ouais, s'il a des c'est le gros. risque. Mais on peut, si ça se trouve, il peut y avoir une blessure, un trade ou un truc comme ça, Hmm. et ça peut être la bonne surprise là-dessus. Bah après, c'est le risque qu'il soit un G-Leaguer l'année prochaine, quoi. Ça le Ouais, souci. Et après, c'est pas forcément négatif, puisque quand on voit plein de joueurs, je pense que Thibaut peut témoigner. Amen Thompson, sa première partie de saison, il l'a fait en quasiment en G-League. Rich Shepard, ouais. l'année dernière, il a passé pas mal de temps en G-League. Cam Whitmore, pareil. La G-League, c'est pas si négatif en soi pour les joueurs. Enfin, ça l'est de moins en moins, à part pour des joueurs où il y a des crises de confiance et ça perf pas non plus en G-League. Mais quand t'es bon en G-League, ça se voit et tu te fais remonter quand même assez vite quand même. Oui, mais je Et je vais trouve. peut-être, Oui, vas-y, douanier, je t'en prie. ouais, je vais peut-être faire l'avocat de Maxime à mal parler des Raptors, mais en gros, le fait d'avoir tanké, d'avoir coupé les starters au quatrième quart-temps à chaque fois quand tu gagnais 2-3 matchs en fin de saison, pour au final avoir à drafter un mec où est-ce que t'as déjà 2-3 mecs qui tournent sur ce même poste, je trouve ça vraiment très mal joué de la part de la franchise, en tout cas, du moins sur l'avenir potentiel là-dessus. C'est com- c'est compliqué parce que c'est une décision de Masai et Ouais, Masai est plus là. Donc c'est très compliqué de parler de cette espèce de double temporalité où tu as des choix d'un management, où tu parles d'un nouveau management qui va peut-être vouloir faire des choses différentes en même temps. après c'est la direction là, qui a choisi de changer de GM à ce moment-là aussi. C'est pas Masai qui a décidé de partir aussi. Ouais, l'axe de la direction, il est quand même, il y a beaucoup d'incohérences, surtout au niveau du sportif, parce qu'on se retrouve avec du coup avec des bons joueurs et qui sont stackés, qu'on a peur de les retrouver dans notre équipe qui marche bien, quoi. C'est un peu le problème de ce petit CMB que moi j'adore. J'ai beaucoup aimé le regarder cette année. En tout cas, c'était vraiment un bon profil bien défensif qui arrive à être en hub offensif sur certaines passes, sur certaines lignes de passe ou autres. Et ça, c'est assez changeant par rapport à ce principe de forward qui fait soit free and D et qui cut directement. Là, on a vraiment un mec qui prend la balle, qui arrive à orienter le jeu au poste haut, quoi. Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'il va se développer. Je pense que ça sera plus un mec de main en main ou s'il Ouais, développe son playmaking, c'est plus sur des passes opposées dans les corners ou des trucs comme ça, je pense, parce que je le vois difficilement. Je sais pas, je me dis peut-être son développement, ça sera pas autour de sa mobilité, mais peut-être plus autour de son côté vraiment poseur. Bah, on va faire des ouais. comparaisons bêtes, mais à la Jokic, où vraiment il est plus immobile dans son Non. playmaking et il est plus capable de jouer comme ça. Et du coup, toi, douanier, c'est quoi, qui ton joueur à suivre? Moi, mon joueur à suivre chez Celtics, Yes. ce que je disais en neuf, ben, c'est ce que je disais, Peyton Pritchard, donc Ah oui, c'est vrai, tu on en l'avais a dit, déjà pardon. reparlé pas mal. Mhm. Après, je peux parler un peu de mon scénario des Celtics sinon, moi, comme ça on enchaîne un peu plus. Allez, enchaîne. Moi, je les vois bien, les Celtics, avoir un bon gros premier mois, où est-ce que tout le monde arrive, on se dit en novembre, ouais, les Celtics, au final, c'est top 4 allez, sans problème, tellement ils sont nuls, toute la conférence Est. Je vois bien vraiment la fanbase américaine française dire, ah non, mais l'Est, c'est tellement clafouté de blessures que même avec les blessures, ils arrivent à en sortir un petit peu. Je sais pas, ça peut cliquer, on peut avoir des trois mecs comme ça. Mais, et avec un gros moment de mou jusqu'à la trade deadline, ou du moins mi-mars, avril, où est-ce qu'on a potentiellement un retour de Tatum, où est-ce qu'il va commencer à faire des petits sauts. Donc là, l'équipe pourra peut-être tenter un push en se disant, on va essayer d'arriver à sur des moments de playoff, montrer qu'on est capable d'avoir quelque chose pour la fin d'année. Un peu comme Portland, je dirais, cette année dernière. Ou est-ce qu'on les attendait pas forcément après le All-Star Break? Ils arrivent à faire quelques bons matchs ils sont sur une pente ascendante sur le futur et qu'après on se retrouve à l'été prochain, on se dit ah mais Tatum il revient en plus et tout, mais qu'est-ce que ça va être comme cette équipe? Mais après ouais je pense que les périodes de Noël, être fan des Celtics, ça va vraiment pas être la fête en tout cas. Je sais pas quel maillot va être offert cet été, cet hiver, mais ça va être compliqué, hein. Et ben moi un peu à l'inverse, parce que j'essaie de lier un peu les scénarios entre les équipes. Moi je vois les Raptors justement faire une espèce de pente ascendante, c'est-à-dire une équipe qui, bah, je pense, peut-être mal démarré. Je On en discutait, d'ailleurs en off par rapport à Rajakovic. Pour moi, il y a un changement de coach qui s'opère Mhm. dans voilà, je sais pas, qui. J'avais déjà fait un petit prono de coach qui arrive, sur les previews du bottom de l'Est avec Thibodeau qui arrivait aux Wizards
Mais là, c'est plus compliqué d'imaginer un coach parce que le poste est quand même très bizarre. Avec un nouveau management qui a un effectif de l'ancien, c'est très compliqué pour un coach, je pense, d'arriver. Et puis voilà, je pense qu'il va y avoir un changement de direction avec un nouveau coach qui peut potentiellement mettre de meilleures choses en place. Je pense que c'est une équipe qui va essentiellement se baser sur la défense. Je vois bien un retour de Ingram au All-Star Game. Je pense que c'est possible. Je pense que s'il doit y avoir un All-Star aux Raptors, c'est lui parce que je le sens capable de faire une grosse saison. Parce que de ce que j'ai lu un peu d'articles de la part de fans des Raptors, etc., il a l'air d'avoir les chevilles un peu mieux reposées et surtout un changement de jeu enfin, de ce que j'ai lu, il a un jeu qui semble un peu cette posée au sol. C'est-à-dire que c'était pas un joueur qui était très aérien, mais il avait ce côté pull-up qui était beaucoup plus susceptible de mal retomber sur la cheville. Et de ce que j'ai lu, il a un peu stabilisé ça. Donc à voir. Et après, ouais, c'est ça, c'est la question. Je pense que cette équipe, elle peut rise un petit peu dans la fin de l'Est, avec peut-être des équipes, notamment dont je parlais, les Celtics, où je les voyais faire un bon début et après descendre. Bah, peut-être que les Raptors, c'est cette équipe-là qui profite un petit peu de la descente, mais en même temps qui, je sais pas, peut arriver avec 12 victoires sur les 15 derniers matchs en play-in. Et en fait, pour moi, une des équipes qui sort du play-in et qui va en play-off, j'ai envie de voir cette équipe en playoff, au moins une fois. Et je pense qu'ils peuvent essayer avec un Est un peu plus ouvert. On va pas faire des brackets de playoff en avance, mais je pense que c'est une équipe qui peut jouer ça. Ouais, donc changement de coach, Ingram All-Star, une équipe qui monte en puissance au fur et à mesure de la saison avec des rotations trouvées. Je pense que c'est la grosse question, c'est qu'est-ce que tu essaies de mettre en place pour avoir un peu de 3 points, garder ta défense et en même temps pas que les trois joueurs se marchent dessus. Et je pense que ce roster peut finir l'année, peut-être. Je mets un petit 50-50 sur Barrett, qui est potentiellement un joueur à trade. Mais voilà, je les mets là. Donc, premier coach qui gicle, c'est ça de la saison à l'Est? Non, parce que j'avais mis les Wizards qui changeaient leur Ah, coach. Je l'avais mis. Et après, ouais, je pense que Rajakovic a un siège un peu chauffant du fait du changement du management. Peut-être pas forcément au niveau des attentes, mais hmm. c'est plus que peut-être voilà, le front office qui veut s'accorder avec un coach. On a vu le changement des Nuggets d'exécutif un petit peu, qui n'était pas forcément en accord avec le coach. Il y avait un peu des trucs comme ça. Puis même du côté des Grizzlies, on avait vu un peu la même et ça a entraîné des changements de coach. Et je me dis, il peut se passer un peu la même chose du côté des Raptors. Ok, parfait. Très bien. Bah, écoute, sympa le scénario. Moi, je t'avoue, j'ai quelques interrogations. Est-ce que le roster sera le même à la fin de la saison, notamment? Comme tu l'as Euh, dit, on a eu un changement de GM. Est-ce qu'il va faire confiance à ce groupe qui coûte une certaine somme en plus? Ça, faut Mary Brown. pas. Ouais, c'est un truc, un point qu'il faut pas oublier de noter parce que si tu te mets dans la taxe et que t'arrives pas à accrocher un play-in, c'est assez inquiétant, je trouve. Mais bon, on verra C'est ce que clair. ça nous réserve. Donc pour résumer, Boston pour le douanier, Toronto pour Oscar et donc Miami pour moi pour la 9e place.